merci beaucoup. C'est encore un webinaire consacré à la dénutrition dans le cadre du cancer. On est très content que beaucoup d'acteurs aient répondu présents à cette semaine de la dénutrition. Et donc, c'est un webinaire dans le cadre donc, de cette semaine, avec un focus particulier sur le cancer et la dénutrition, qui est un problème majeur. C'est à peu près 40 à 50% des gens qui ont un cancer actif qui sont dénutris. Donc, c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Donc, ce webinaire, il va être centré sur la dénutrition et le cancer, et puis sur quelque chose qui revient en boucle depuis des années, et j'espère que Bruno Reynard nous donnera des données, des updates là-dessus, sur finalement le jeûne et le cancer. Donc voilà, Madame Ancelin, voilà, c'est parfait. Ben, écoutez, je vous laisse la parole. Et puis, on a eu un petit problème de début. J'espère que d'autres vont se brancher. De toute façon, il sera visible après ce webinaire, puisqu'il est enregistré. Donc, je crois que ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Madame Ancelin, c'est à vous. OK, parfait. Vous m'entendez et vous voyez bien l'écran? Oui, parfait. Très bien. Très bien. Ben, écoutez, merci. Et effectivement, je vais vous parler de dénutrition et cancer dans un premier temps et je laisserai parler Bruno Reynard sur jeûne et cancer. Donc, quelques éléments de contexte, premier chiffre en guise d'introduction, puisque chaque année, environ 380 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en France et que parmi les patients diagnostiqués avec un cancer, il y aura environ, comme cela a été dit, 40% de patients qui présenteront une dénutrition. Il faut savoir que cette dénutrition, la prévalence, elle sera différente en fonction de la localisation, puisque en majorité, cette dénutrition est présente pour les patients atteints de cancer du pancréas, pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, de l'œsophage, des cancers digestifs ou des cancers du poumon. Donc, les conséquences de cette dénutrition peuvent être multiples. En effet, la dénutrition peut diminuer l'efficacité des traitements, elle peut augmenter leur toxicité et peut augmenter le risque de complications post-opératoires. La dénutrition peut aussi perturber le déroulement des traitements avec, dans certains cas, la nécessité d'arrêter ces traitements à cause de cette dénutrition ou de reporter ces traitements. Elle peut aussi augmenter la durée de séjour hospitalier ou augmenter les coûts thérapeutiques. La dénutrition peut altérer la qualité de vie du patient et augmenter la morbidité, le risque de rechute et augmenter la mortalité. Donc, vous voyez que finalement, la dénutrition représente réellement une perte de chance pour le patient. Donc ici, vous avez une représentation de résultats issus d'une expertise collective coordonnée par l'INCa sur l'impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer. Donc les résultats présentés ici concernent l'impact de la dénutrition sur la mortalité, le risque de récidive ou la progression de cancer dans différents cas de localisation de cancer. Donc la dénutrition, quand elle était analysée dans les différentes études, était définie soit par une insuffisance pondérale, par une perte de poids, par une composition corporelle détériorée ou par la sarcopénie. Et les résultats sont exprimés ici sous format d'un tableau et selon un code couleur où ces couleurs plutôt rouge, orangé et jaune caractérisent une augmentation de risque. Et on voit que pour les trois couleurs d'augmentation de risque correspondent à un niveau de preuve de la relation, niveau de preuve différent. Le rouge caractérise un niveau de preuve convaincant, le orange un niveau de preuve probable et le jaune un niveau de preuve suggéré. Donc vous voyez que globalement, la dénutrition s'avère délétère dans plusieurs localisations de cancer
et que cette relation entre dénutrition et ses localisations est convaincante pour les cancers du côlon rectum, probable pour les cancers de l'œsophage, du pancréas, de l'estomac, et que les études montrent un lien suggéré pour les localisations comme le col de l'utérus, le rein, les VADS, le nasopharynx, les tumeurs solides ou les cancers hématologiques. Et des recommandations nutritionnelles ont été émises suite à ce travail d'expertise pour les patients atteints de cancer. Ces recommandations sont d'évaluer l'état nutritionnel des patients tout au long du parcours et déclencher la mise en place d'un accompagnement nutritionnel si nécessaire, de suivre et contrôler le poids, notamment pour repérer une dénutrition éventuelle, la dépister et la prendre en charge. Il est conseillé d'adapter l'alimentation en fonction de l'état du patient. Il est conseillé de contrôler sa consommation de boissons alcoolisées, de promouvoir et prescrire une pratique d'une activité physique régulière si besoin adapté et de prévenir la sédentarité. Il est conseillé de ne pas recourir aux compléments alimentaires sauf indication médicale, de ne pas recourir aux plantes ou champignons de type chinois et de ne pas recourir à des régimes restrictifs ni aux jeûnes thérapeutiques comme pourra vous l'exprimer Bruno Reynard. Vous avez ici les critères de diagnostic de dénutrition qu'a établi la HAS. Donc ici, diagnostic de la dénutrition de l'adulte établi en 2019. Il faut savoir que des critères ont été établis pour la personne âgée de plus de 70 ans. Ces critères viennent d'être publiés et un webinaire consacré à ce diagnostic sera visible, il me semble, ce soir à partir de 19h. La HAS présentera ses résultats. Donc, voici les critères établis pour un diagnostic de dénutrition. Il faut la présence d'au moins un critère phénotypique et un critère étiologique. Donc, le critère phénotypique peut être une perte de poids de plus de 5% en un mois ou de plus de 10% en 6 mois ou de plus de 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Un autre critère phénotypique peut être un indice de masse corporelle, donc ici chez l'adulte, de moins de 18,5 kg par mètre carré. Chez la personne âgée, ce seuil est à moins de 22 kg par mètre carré. Et un troisième critère phénotypique est la réduction de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. Les critères étiologiques peuvent être la réduction de la prise alimentaire, une absorption réduite ou une situation d'agression telle que peut le présenter la pathologie cancéreuse. Donc, il faut savoir qu'un patient atteint de cancer présente déjà ce critère étiologique et que donc seul un critère phénotypique pour ce diagnostic de dénutrition sera suffisant. Une fois que ce critère de dénutrition a été établi, on peut quantifier cette dénutrition. Soit elle est modérée, soit elle est sévère, selon des critères bien établis, donc selon un seuil de l'indice de masse corporelle, selon aussi un seuil dans sa perte de poids ou selon un seuil de son taux d'albumine. Donc, comment un patient peut évaluer s'il est dénutri ou un professionnel de santé, comment peut-il évaluer si son patient est dénutri? De façon simple, on peut parler de 3 critères. On peut informer le patient sur la nécessité de se peser régulièrement, une fois par semaine, ou quand il voit son professionnel de santé à chaque consultation. Et il est recommandé de tracer l'évolution de son poids pour voir le suivi. Et donc, une perte de poids importante en un peu de temps
ou une perte de poids constante sur une durée de temps plus longue est une alerte pour informer son professionnel de santé, pour lui mentionner cette perte de poids et orienter, si nécessaire, vers un professionnel de la nutrition, tel qu'un diététicien ou un médecin nutritionniste. Un autre critère qui peut être évalué par le patient, c'est le calcul de son indice de masse corporelle. Il faut savoir que ce calcul, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille fois la taille en mètres. Donc, quand son indice de masse corporelle est de moins de 18,5 pour un adulte ou de moins de 22 chez un patient de plus de 70 ans, c'est un critère de dénutrition et il faut également alerter et orienter vers ce professionnel de la nutrition. Un autre moyen pour dépister cette dénutrition ou pour se dire qu'on est à risque de dénutrition, c'est d'évaluer ses ingestats grâce à une échelle visuelle ou à une échelle verbale, en se posant la question, si vous considérez que quand vous êtes en bonne santé, vous mangez 10 sur 10, à combien évaluez-vous votre prise alimentaire en ce moment de 0 à 10? Si la réponse est de moins de 7, eh ben, le patient est à risque de dénutrition ou est dénutri. Et encore une fois, il faut l'orienter vers un spécialiste de la nutrition pour une prise en charge éventuelle nutritionnelle. Donc, cette prise en charge nutritionnelle, elle peut être multiple en fonction du degré de la dénutrition. Si cette dénutrition si le patient est à risque de dénutrition ou si cette dénutrition est modérée, il faudra enrichir l'alimentation ou prendre des compléments nutritionnels oraux. Et si cette dénutrition est plus sévère, une nutrition artificielle pourra être enclenchée, soit une nutrition entérale, soit une nutrition parentérale. Donc, les conseils pour les patients à retenir sont de surveiller son poids 1 à 2 fois par semaine, de maintenir une activité physique régulière et de limiter ses périodes de sédentarité, d'adapter son alimentation, de bien s'hydrater et de limiter sa consommation de boissons alcoolisées, de ne pas recourir aux compléments alimentaires sauf avis médical et de ne pas recourir à des régimes restrictifs ni aux jeûnes thérapeutiques tels que pourra vous le dire tout de suite Bruno Reynard. Juste pour une dernière diapo qui me concerne, concernant une rubrique, une nouvelle rubrique qui vient d'être créée sur le site de l'INCa, rubrique qui s'intitule « L'info derrière l'intox ». Il s'agit de donner des éclairages pour aider chacun à décrypter d'éventuelles fausses informations et pour en comprendre les dangers. Donc, en allant sur cet onglet « Info derrière l'infox », de multiples informations existent, notamment en lien avec la nutrition. Et la thématique du jeûne fait partie de cette rubrique, mais je laisse Bruno Reynard en parler plus précisément sur les informations à retenir sur jeûne et régime thérapeutique en oncologie. Je vous remercie. Donc, j'arrête mon diaporama pour donner la main à Bruno Reynard et les questions seront posées à la fin de la présentation de Bruno. Effectivement, finalement, Raphaël Ancelin a déjà donné les conclusions de ce que je vais raconter. Est-ce bien utile que je complète? Je dirais que finalement, le jeûne et le régime cétogène sont des exemples assez frappants, assez marquants du non-intérêt global des régimes, des modifications d'alimentation spontanées ou guidées par des gens plus ou moins bienveillants
au cours de la prise en charge des cancers. Clairement, toute modification de son alimentation, et en particulier toute modification restrictive de son alimentation, va induire une diminution des ingestats caloriques et protéiques et va donc augmenter le risque de dénutrition. Certes, dans un certain nombre de publications, on a pu croire à la possibilité que certaines restrictions alimentaires pouvaient avoir un impact positif sur l'évolution de la maladie cancéreuse, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai et que malheureusement, c'est malheureusement balancé par le risque lié à ces régimes. Alors, la réalité scientifique, c'est qu'effectivement, un certain nombre de scientifiques ont voulu nous faire croire que le fait de faire jeûner un organisme porteur de cellules cancéreuses pouvait, dans certaines conditions, augmenter l'efficacité de la chimiothérapie sur les cellules cancéreuses. Donc, on augmentait l'efficacité du traitement tout en diminuant les toxicités, puisque le jeûne pourrait éventuellement avoir un effet bénéfique protecteur sur les cellules normales. Et c'est tout l'objet de la recherche qu'a développée Walter Longo, en particulier à Los Angeles et en Italie, ce qu'on appelle la réponse différentielle au stress. Clairement, dans la littérature scientifique, dans les modèles expérimentaux, qu'ils soient des cultures cellulaires ou des modèles animaux, on trouve de tout. C'est-à-dire qu'on trouve des résultats qui vont dans le sens de ce que dit Walter Longo, mais on trouve aussi des résultats qui sont totalement opposés à ce qu'il affirme. Et clairement, autant on a des données, certes discordantes, sur l'intérêt éventuellement synergique du régime de restriction et de la chimiothérapie sur les cellules cancéreuses, sur la protection des cellules normales, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a des mécanismes clairement établis d'action de ces régimes de restriction glucidique. Donc, ça passe par une diminution de l'apport de glucides qui va impacter directement les cellules tumorales, mais aussi via l'insuline, via l'IGF-1, via la production de corps cétoniques, même si on peut discuter la capacité de l'organisme à produire des corps cétoniques dans le contexte d'une maladie tumorale. Donc, on a des explications physiopathologiques, des mécanismes pouvant entraîner les résultats qu'on attend, mais dans la réalité scientifique, ce n'est pas aussi évident que ça. On a aussi des faits que les patients, que les proches de patients, que le grand public parfois mettent en avant, et c'est le cas par exemple du PET scan. Le PET scan, donc, c'est un scanner qui est sensibilisé avec un marqueur isotopique qui est fixé sur une molécule d'un certain glucide, et ce glucide, du fait de la capacité des cellules cancéreuses à le métaboliser rapidement, va être capté, donc ce marqueur isotopique va être capté plus rapidement dans les cellules cancéreuses que dans les cellules normales, et on va voir ainsi des cellules cancéreuses plus facilement, et surtout des petites tumeurs qu'on ne voit pas toujours très bien sur un scanner normal. Donc ça, c'est la réalité. Mais il faut faire comprendre aux gens que tout tissu qui fonctionne à un moment avec un hypermétabolisme va utiliser ces glucides, et c'est tout particulièrement le cas du muscle à l'effort. Et donc, on peut montrer à côté d'un PET scan d'une maladie tumorale, le PET scan d'un muscle à l'effort qui capte de façon extrêmement rapide et privilégiée le sucre marqué. Et donc, entre guillemets, si on veut que le PET scan soit négatif et qu'on ne voit pas les métastases, on fait courir la personne pendant 2 heures autour de l'hôpital et tout le sucre sera dans les muscles. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que certes, dans la tumeur, il y a des cellules qui sont très dépendantes des glucides, mais il y a aussi des cellules qui vont être peu ou pas dépendantes des glucides parce qu'elles vont utiliser de façon plus privilégiée soit des acides aminés, soit des acides gras libres. Et ça, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on va sélectionner, entre guillemets, des mutants de cellules tumorales qui seront, eux, moins sensibles à la restriction glucidique. Donc, les études fondamentales sont foison, mais elles sont très discordantes, très hétérogènes.
Il y a des études qui montrent le bénéfice du jeûne et puis d'autres qui montrent qu'il n'y a pas de bénéfice, voire même qu'il y a un effet délétère des régimes de restriction glucidique sur les souris porteuses de tumeurs. En termes de résultats cliniques, donc chez l'homme, on n'a pas grand-chose, à part une étude que je vais détailler après. Et ces études de médiocre qualité, avec différents types de tumeurs, différents types de régimes, finalement, sont des présentations de cas particuliers, sélectionnés évidemment à des fins de promotion de ces régimes, puisque c'est essentiellement des équipes qui font la promotion et qui croient à ces régimes qui les publient. Ce qu'on voit de façon particulière dans ces études, c'est qu'on a souvent, et ça c'est le côté honnête de ces présentations scientifiques, c'est qu'on a souvent une perte de poids, voire une perte de masse musculaire chez les patients qui suivent les régimes de façon assidue. Et ça a été bien montré par l'équipe de Rainer Clement en Allemagne, qui travaille beaucoup sur le régime cétogène dans le cadre des cancers du poumon et dans les cancers des tumeurs cérébrales, mais aussi dans le cancer du sein, et qui montre qu'effectivement, sous l'effet de plusieurs semaines de régime cétogène, alors que le régime cétogène est censé apporter un nombre satisfaisant de calories et de protéines, eh bien, on se retrouve avec une perte de masse musculaire significative lorsqu'on analyse correctement la composition corporelle. Donc, tout régime de restriction, et en particulier tout régime de restriction glucidique, impacte négativement la masse musculaire et donc augmente le risque de sarcopénie et de dénutrition. Un tout récent papier a essayé de mettre encore plus en avant le jeûne intermittent ou la restriction glucidique au cours des chimiothérapies. Il émanait d'une étude pilote qui avait été réalisée par l'équipe de Leiden aux Pays-Bas sur 13 femmes en cours de chimiothérapie de cancer du sein, qui avait montré des résultats plus ou moins satisfaisants avec du jeûne intermittent 48 heures avant, 48 heures après chimiothérapie. Et en fait, ils ont voulu modifier leur protocole pour augmenter les chances d'avoir un effet satisfaisant en créant un régime un peu plus compliqué où on va diminuer progressivement l'apport calorique jusqu'au moment de la chimiothérapie, et on va ajouter des compléments alimentaires qui n'ont pas grand intérêt, je pense, dans cette histoire-là, et des substituts de repas mimant le jeûne. Ces substituts de repas ont été créés par une start-up, cette start-up étant la possession intellectuelle de Walter Longo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le scientifique qui fait la promotion du jeûne dans les modèles animaux. Cette étude, finalement, elle est très décevante puisqu'elle devait inclure beaucoup de patientes et qu'elle a été interrompue parce qu'ils étaient en incapacité d'inclure de façon satisfaisante et que les résultats préliminaires étaient négatifs, avec un niveau de compliance, d'adhésion au régime dans le groupe jeûne qui était très médiocre là aussi, puisque à peine un tiers des patientes suivaient correctement le régime qui avait été choisi. Et tout ça pour des résultats qui sont évidemment négatifs, vous vous en doutez bien, puisque l'objectif principal de l'étude, c'était de réduire la toxicité sévère des traitements anticancéreux et qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Il n'y a pas plus de résultats sur l'efficacité de la chimiothérapie, ni sur la qualité de vie. Donc, je ne dirais pas que c'est la mort définitive de ces régimes. Il y a encore une trentaine d'études en cours, une quinzaine qui sont réellement en cours et une quinzaine qui sont terminées et dont on attend les résultats, parfois depuis des années et des années, donc je pense qu'on n'aura jamais ces résultats-là. Donc, il y a peut-être encore des résultats positifs à venir dans des formes particulières de pathologie tumorale, comme les cancers cérébraux, par exemple, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas de résultats qui seront mirobolants et miraculeux. Donc, les recommandations, qu'elles soient françaises ou internationales, sont très claires. Elles reprennent ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël Ancelin. Il ne faut pas promouvoir ces régimes-là, il ne faut pas réaliser ce type de régime de restriction chez les patients à risque de dénutrition, c'est-à-dire à peu près tous les patients en cours de chimiothérapie ou de traitement d'un cancer. Pour en savoir plus et pour clairement aider à la communication sur le sujet, moi je propose évidemment, pour ceux qui s'y intéressent, de lire le rapport de 2017 du réseau NAC relayé par l'INCa, et puis de proposer aux patients des petites brochures qui ont été éditées par le réseau NAC
et qui sont très utiles pour compléter l'explication qu'on peut donner en consultation auprès des patients. Alors, dans la vraie vie, malgré tout, les gens font ce genre de régime. Il y a à peu près 10% des patients en cours de traitement en France qui réalisent ce type de régime. C'est des gens qui sont même souvent prêts à participer à des études sur le sujet. Et c'est souvent des gens qui utilisent aussi d'autres thérapeutiques complémentaires, comme les compléments alimentaires, par exemple. Souvent, c'est d'ailleurs pour essayer d'avoir un impact positif sur l'évolution de la maladie tumorale ou pour réduire le risque de toxicité des traitements anticancéreux. Ça a été montré dans le cadre de Nutrinet Santé. Ça a été montré aussi via Nutrinet par rapport aux compléments alimentaires. Et ce qui était problématique, c'était de voir qu'un certain nombre de patients ne parlaient pas de ces sujets-là à leur médecin référent oncologue parce que le médecin référent oncologue ne posait pas la question, ne se donnait pas le temps de dialoguer avec les patients à ce sujet-là. C'est le cas aussi dans une étude montpelliéraine tout aussi intéressante qui dit exactement la même chose. Et on voit dans cette étude que ceux qui stimulent les patients à faire ce genre de régime sont souvent des thérapeutes un peu exotiques qui n'ont rien à voir avec les médecines conventionnelles et qui veulent parfois d'ailleurs détourner les patients des médecines conventionnelles. Donc, c'est un peu dangereux. Donc, en conclusion, je dirais que ces types de régimes, c'est un bon exemple du fait sociétal de l'opposition qu'on fait maintenant systématiquement du cas individuel et de la réalité scientifique, de la médiatisation excessive qu'on peut faire de certaines modes en santé qu'on a du mal à contrôler, nous, quand on attrape les choses de façon tardive, et du fait que malheureusement, les sachants des réseaux sociaux sont souvent beaucoup plus mis en avant que les sachants académiques que nous sommes. Et donc, il faut plus d'écoute auprès des patients, plus d'intégration des attentes individuelles des patients, plus de participation des patients aux choix thérapeutiques pour pouvoir justement amener ces questions-là et leur permettre d'avoir la meilleure connaissance sur le sujet. Les régimes de restriction glucidique ne sont pas recommandés au cours des traitements des cancers, on l'a vu. Le dialogue sur les pratiques complémentaires doit être favorisé systématiquement dans le parcours de soins et si possible avant de le commencer, avec un accompagnement diététique systématique pour vérifier qu'il n'y a pas de pratique aberrante en cours de traitement. Et puis, éventuellement, si quelqu'un veut absolument pratiquer ce genre de régime, eh bien, le guider avec des objectifs précis et avec des limites précises. C'est-à-dire, vous ne devez pas dépasser telle perte de poids, telle perte de masse musculaire, telle perte de force musculaire, parce que sinon, vous mettez en danger. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire directement sur n'importe quel moment de la présentation. Je vous rappelle pour les personnes qui sont arrivées en cours de route que ce webinaire sera disponible en enregistrement, en vidéo. Votre présentation, docteur, pourra être également disponible? Oh, oui, bien sûr. Oui. Alors, nous avons également des personnes sur Vimeo. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des questions également. Alors oui, il y a une question sur, un peu sur la même question. Est-ce qu'il y a une façon de retrouver une synthèse en fait de ces recherches? Vous avez parlé du fait qu'il y a plusieurs recherches différentes sur les différents régimes qui sont soit aboutis, soit en cours. Est-ce qu'il y a des synthèses trouvables facilement en fait, qui résument un petit peu quel est l'état actuel de la recherche et des recommandations? Alors là, concernant les régimes de restriction glucidique, la synthèse la plus récente date de 2017. C'est celle du réseau NACRE validé par l'INCa, qu'on peut retrouver facilement en allant sur le site du réseau NACRE, INRAE NACRE. C'est téléchargeable gratuitement. Voilà, ça peut permettre chez quelqu'un qui a un trouble du sommeil de pouvoir s'endormir facilement. C'est complet. Alors, ce n'est pas tout à fait mise à jour puisqu'on est sur une évaluation exhaustive de 2017 et qu'on est en 2021. Mais globalement, depuis 2017 et la parution de ce rapport, il y a eu 4 publications de recherche clinique
supplémentaires que je vous ai globalement montrés, ceux qui n'ont strictement aucun intérêt, et l'étude de De Groot et l'étude de Rainer Clement. Donc, pas grand-chose de plus. J'ajouterais que la synthèse est également disponible sur le site de l'INCa. Donc, il y a le rapport complet du réseau NACRE avec l'ensemble des arguments. Une fiche repère a été faite avec l'INCa pour synthétiser l'ensemble de ces données. Et du coup, vous pouvez trouver ces données soit sur le site du réseau NACRE, soit sur le site de l'INCa. D'accord, merci beaucoup. C'est voilà, pour avoir une simplification et aussi voilà, un petit peu un accès aux données, je pense que c'est assez important. Pour les personnes sur Zoom, donc oui, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions ou intervenir simplement. Hein, voilà, si vous avez aimé la présentation ou si vous pensez que voilà, il y a un élément que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez voir précisé. Sur Vimeo, je vois une question d'Ariette Berg qui demande: étant donné l'avancée des recherches actuelles, quels seraient donc vos conseils? Faut-il jeûner ou faire un régime particulier? Ou au contraire, faut-il s'abstenir de manière générale? J'ai l'impression que je n'ai pas été clair. Il ne faut ni jeûner, ni faire de régime. Je pense que je peux le répéter encore 25 ans. Non, pas de régime. Un régime, par définition, est une restriction alimentaire. Une restriction alimentaire est une diminution des ingestats caloriques et protéiques, donc une augmentation du risque de dénutrition. Donc, pas de régime. Mais c'est la même chose pour les régimes que j'appelle, moi, médicaux, les régimes de type, par exemple, les oncologues adorent mettre des régimes pauvres en sel, pauvres en sucre pour les corticoïdes, aiment mettre des régimes pauvres en fibres au cours de la radiothérapie pelvienne, aiment mettre des régimes aplasiques pour les gens qui vont avoir une chimiothérapie un peu aplasiante. Tous ces régimes-là, on le sait maintenant, n'ont strictement aucun bénéfice pronostic pour le patient et par contre augmentent le risque de dénutrition. Donc, il faut les supprimer, il faut les bannir complètement. Parfois, ça déplaît à certaines diététiciennes, mais je crois que l'intérêt d'une diététicienne, c'est justement de plus aller vers l'individualisation de la prise en charge alimentaire que vers la prescription bête et méchante de régime, d'alimentation thérapeutique. Voilà. On ne fait plus de régime au cours des chimiothérapies, au cours des traitements des cancers, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aider le patient à s'adapter au jour le jour à ses symptômes et à ses goûts et dégoûts alimentaires. D'accord. Et à quoi vous voyez finalement le fait que ces régimes-là soient mis en avant alors qu'ils sont soit contre-productifs, soit inefficaces? D'abord, il peut y avoir une certaine logique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a vu là, le sucre alimente la tumeur, donc si on mange plus de sucre, on va tuer la tumeur. Vous voyez, il y a une certaine logique pseudo-scientifique derrière tout ça, qui est largement relayée par une presse scientifique. On l'a vu avec l'équipe de Walter Longo, qui fait un travail très sérieux sur le sujet, mais finalement, avec des conclusions qu'il peut en tirer lui ou que peuvent en tirer d'autres un peu moins bienveillants, qui ne sont pas justes. C'est-à-dire que si on n'a pas une vision exhaustive de la littérature et si on ne regarde pas la qualité de ce qui est produit scientifiquement, on ne peut pas conclure correctement. Walter Longo, on peut l'excuser sur certains aspects, même si, on l'a vu tout à l'heure, il a mis un peu la charrue avant les bœufs en créant une start-up qui produit des substituts de repas mimant le jeûne. Mais d'autres gens qui, par exemple, écrivent des livres où on raconte n'importe quoi, ces gens-là, ils vont prendre uniquement les études scientifiques qui les intéressent et ils vont complètement oublier les autres. Clairement, quand on a fait le travail de revue exhaustive de la littérature en 2017, on a bien montré qu'il y avait en gros la moitié des études chez l'animal qui montraient un bénéfice et la moitié qui n'en montraient pas ou qui montraient un effet délétère de ces régimes-là. Quand on fait la promotion, on oublie cette deuxième partie. Voilà. Pour moi, c'est au minimum de la malhonnêteté intellectuelle et parfois ça va plus loin que ça, c'est de la malveillance parce que derrière, il y a des gens qui peuvent en mourir. Il y a eu un procès tout récemment qui a été médiatisé à ce sujet-là. Donc, il faut être très attentif
Et je crois que plus on dira clairement aux patients, au grand public, que ces régimes n'ont strictement aucun bénéfice jusqu'à preuve du contraire, plus on fera œuvre de bien public. Et moi, si je peux compléter, en dehors du cancer, je crois que la question même, en fait, c'est celle du régime et donc de la restriction de quelqu'un qui se prive. Et je pense que pour essayer de répondre à votre question, pourquoi les gens finalement veulent faire ça alors que manifestement ça ne sert à rien, je crois qu'il faut sortir de la science, parce que la science, elle a réglé la question depuis longtemps, pour essayer de comprendre d'un point de vue sociologique ou sociétal, je ne sais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais pour quelles raisons les gens ont envie de se priver? Qu'est-ce qu'ils rachètent comme péché, on va dire, à se faire ce genre de choses? Je crois vraiment que dans le subconscient des gens, il y a quelque part quelque chose de ce rachat. Euh, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est clair que ça résonne dans l'esprit des gens. Il faut payer ses péchés, il faut les racheter. Et ça a toujours existé en dehors des maladies, ça a toujours existé dans les religions, notamment les religions judéo-chrétiennes, le fait de jeûner comme étant quelque chose qu'on s'inflige contre ses péchés. Après, il y avait ceux qui se flagellaient en plus. Ouais. Et donc, il y a quelque chose dans le subconscient des gens, dans le régime, de ce niveau-là, probablement. Et puis, il y a quand même eu une médiatisation à outrance de ces régimes qui sont passés à la télé, qui ont eu un écho médiatique objectivement très, très, très fort et contre laquelle, nous, en tant que praticiens, ben, on n'est rien par rapport à une émission d'une heure qui repasse de temps en temps, d'ailleurs, parce que c'est un marronnier, elle repasse tous les 2 ans, sur le fait que le régime va vous protéger du cancer. Bon, je crois qu'il faudrait déjà aussi que, là aussi, les journalistes prennent leur part de responsabilité dans la diffusion de ces fausses informations, parce que là, on est vraiment exactement à la limite entre ce qu'on disait tout à l'heure, l'infox et l'intox, hein, ou l'info. L'info, elle est claire, ça ne marche pas. Pourquoi on continue à en parler? Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. On n'en a pas la capacité à répondre objectivement là-dessus. C'est à partir de 2010 qu'on a pris conscience avec la SFNCM de la problématique du jeûne et du régime cétogène, puisque c'est à ce moment-là qu'ont émergé les études de Walter Longo en particulier, et c'est à ce moment-là qu'est sorti le reportage dont parle le professeur Fontaine. On avait déjà pas mal de retard médiatique à ce moment-là, puisque dans certains pays du nord de l'Amérique et nos voisins suisses et allemands ont largement médiatisé depuis des décennies ce sujet-là. Ça, c'est une première chose. Après, moi, ce que je constate, j'ai eu la chance de participer à plusieurs émissions médicales, en particulier de France 5. La ligne éditoriale des journalistes a évolué sur les 5 dernières années. Au départ, ils étaient plutôt sur le buzz, c'est marrant le jeûne, tiens, on va le mettre en avant. Et maintenant, ils sont plutôt, et ça a été le cas lors de la dernière émission à laquelle j'ai assisté, ils sont plutôt pour dénoncer justement ces dérives, ces pratiques de thérapeutes plus ou moins dangereux. Donc, il y a, j'ai l'impression, une prise de conscience des médias sur ce sujet-là, de l'effet néfaste de ces régimes. Par contre, ils sont prêts à rebondir sur n'importe quel autre mode qui viendra par la suite. Et on l'évoquait avec Christophe Moinard et d'autres la semaine dernière lors du congrès. La prochaine mode, c'est le microbiote. Donc, il faudra être très attentif et l'anticiper cette fois-ci. Une question alors soit pour vous, docteur Reynard, soit pour vous, professeur Fontaine. Si le patient ne consomme plus assez d'aliments protéiques et caloriques, est-ce que les compléments alimentaires sous forme de boissons ou crèmes peuvent être une bonne alternative s'il les accepte? Alors, on parle d'abord de compléments nutritionnels oraux et non pas de compléments alimentaires. Alors, c'est vrai que les termes peuvent être confusionnants. Compléments alimentaires, ça va être des gélules, des pastilles,
des gouttes à boire de concentré de tels micronutriments, par exemple. Hein, voilà. Donc, c'est ça un complément alimentaire. Un complément nutritionnel oral, ça va être un aliment ou une boisson enrichie en calories, en protéines, en vitamines et en oligo-éléments qui va servir à combler une partie d'une alimentation insuffisante. Donc, c'est typiquement, vous voyez, ce qui ressemble à un yaourt à boire enrichi en calories et en protéines. Alors, c'est utile pour compléter une alimentation orale insuffisante et c'est utile à condition qu'on ait mis en place du conseil diététique individualisé associé à la prise en charge du patient. C'est-à-dire le donner comme ça, tel quel, j'en prescris 3 et démerdez-vous, ça ne marche pas. Il faut accompagner le patient, soit au niveau médical, soit au niveau diététique, et bien individualiser la prise en charge. Et dans un grand nombre de cas, quand on fait comme ça marche très, très bien. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, une autre question alors, je n'arrive pas vraiment à bien lire le nom, mais voilà, c'est Christelle quelque chose, donc je n'ai pas le nom de famille, mais j'ai la question. Merci beaucoup pour votre question. Quand est-ce que les faux messages nutritionnels cesseront au profit des bons messages des vrais professionnels? Que fait l'État? Que fait la police, on se le demande. C'est un peu... Il faut poser la question à Raphaël. Effectivement, moi, je pense que l'INCa est un relais important. Elle vient de dire qu'il y avait une boîte à outils qui avait été développée dans ce sens-là. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, et j'espère que Eric sera d'accord avec ça, on a eu un peu de retard sur le dossier jeûne et régime cétogène quand il a émergé en France. Peut-être qu'on n'a pas voulu trop entendre cette problématique-là au début. Et puis, parce qu'on n'a pas non plus le loisir à passer à la télé ou à faire des vidéos YouTube toutes les 2 minutes, alors que d'autres ont cette facilité-là, ont cette ouverture médiatique-là, dont on n'a pas l'usage ou dont on n'a pas la capacité à produire. Donc, voilà, on ne joue pas à armes égales, je dirais, hein, dans ce cadre-là. Non, et des sites officiels, hein, tels que le site de l'INCa, mais par rapport à l'alimentation, il y a mangerbouger.fr. L'État fait des recommandations nutritionnelles pour la population générale, mais aussi pour les patients atteints de cancer. Les recommandations que je vous ai présentées, elles sont présentes sur nos sites de l'INCa et sur des fausses informations. Comme je vous l'ai indiqué, il y a sur le site de l'INCa l'onglet l'info derrière l'intox, justement pour argumenter sur les fausses informations qui peuvent circuler. Après, d'autres sites existent justement pour voir les vraies des fausses informations. Donc, on émet des recommandations. La difficulté, c'est de se faire entendre par rapport aux moyens que peuvent avoir d'autres moyens financiers ou moyens techniques pour faire passer des faux messages, des messages dangereux. Encore une fois, je vais rebondir là-dessus. Ceux qui disent qu'il ne faut pas faire de régime, ils ne gagnent rien. Ils ne vendent pas de livres, ils n'ont pas des cliniques en Suisse ou en Allemagne pour vous faire payer pour jeûner. Donc, il faut bien comprendre que ceux qui vous promettent quelque chose avec le jeûne, assez souvent, ils ont quelque chose à vous vendre, que ce soit un régime, que ce soit un livre, que ce soit un aliment qui mime le jeûne, ce qui est quand même un oxymore absolu, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Voilà, les gens, en fait, se font avoir. Il y a une crédulité, mais il y a beaucoup d'argent, donc il y a beaucoup de techniques de promotion, alors que nous, on est juste là pour dire non, ça sert à rien, et comme on n'a rien à vendre, on n'a pas plus de temps que ça à y consacrer, et le ministère fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas grand-chose face à l'ensemble des informations qui circulent et que les gens ont envie de croire pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc encore une fois, si les gens sont crédules, c'est qu'il doit avoir une raison, et cette raison, elle n'est pas scientifique, et donc nous, on ne sait pas aborder cette question-là. On constate juste que de toute évidence, ça se poursuit, que de toute évidence, ça ne sert à rien, voire que c'est dangereux, et que pourtant, voilà, on n'y arrive pas plus que ça. Donc, c'est clairement parce que
nous ne sommes pas, nous, les personnes à même de changer ça. On est juste là pour faire la synthèse et faire la promotion, mais avec des outils qui sont pas aussi efficaces que ceux d'en face, quoi. Si vous allez à la guerre et qu'il y en a, ils sont dans des chars d'assaut et que vous êtes sur un cheval, c'est le char d'assaut qui gagne, hein. Il doit y avoir un certain nombre de biais cognitifs ou de raisons anthropologiques, enfin, je veux dire, qui doivent Oui, être sur le fait de croire plus au régime qu'à l'absence de régime, quoi. Donc, en plus des différences de communication. Et je pense qu'après, c'est une question très large, j'imagine, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, de messages officiels appuyés par la science et appuyés par l'État qui ne sont pas forcément Bien sûr. crus ou à leur juste Bien sûr. valeur. Bien sûr. Donc, après, c'est justement ce type de temps que nous faisons actuellement, les webinaires qui ont lieu lors de la semaine de lutte contre la dénutrition, par exemple, qui sont des moments aussi de sensibilisation, Tout à fait, très important. Il faut espérer peut-être qu'avec un certain nombre Et je pense de que la logique qui est maintenant de partir de l'élément dénutrition pour dénoncer ces pratiques alimentaires qui ne sont pas adaptées est plus logique finalement pour les gens. C'est mieux compréhensible. Voilà. Espérons, appuyons-nous sur la dénutrition pour arrêter les régimes. Absolument, c'est exactement ça. En cancéro comme ailleurs d'ailleurs. Merci pour votre réponse, nous dit Christelle Berthaume-Lacour. Voilà, j'ai retrouvé le nom complet. Et merci pour votre question également. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question, une autre intervention, quelque chose voilà, n'importe quelle chose. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette présentation qui finalement rejoint ce que vous disiez également là sur la thématique du cancer, mais ce qui rejoint ce que vous disiez dans les dernières interventions, les dernières conférences aussi, professeur Fontaine, en général sur la dénutrition, que ce soit des personnes âgées ou des adultes. Alors, bon, je ne vois pour l'instant pas tellement d'autres questions. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Alors, je parle à tous les intervenants. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait retenir en quelques mots de tout ce qu'on a pu dire, de tout ce que vous avez pu dire? Alors moi, je voudrais, parce que je vais devoir partir, mais ce qui est important dans ce qu'a dit Raphaël Ancelin, c'est vraiment ne pas prendre la tête et bien mettre en place tous les outils les plus adaptés possibles pour le dépistage précoce de la dénutrition. Ça, c'est très important. Ça fait l'objet de larges débats lors du congrès des journées francophones de nutrition la semaine dernière. Finalement, on se rend compte que grâce à la HAS et à la SFNCM, on propose maintenant un large éventail d'outils disponibles pour faire l'évaluation nutritionnelle. Et donc, si on n'est pas capable de faire de la pesée, on va faire autre chose, etc., etc. Et donc, entre guillemets, on n'a plus d'excuses pour ne pas mettre en place de dépistage de la dénutrition et le plus précocement possible dans les parcours de soins et le plus régulièrement possible. Le deuxième point, c'est intégrer systématiquement la prise en charge diététique individualisée dans les parcours de soins. Il y a des preuves scientifiques du bénéfice de cela. Il faut le faire. Et pour ça, il faut avoir à disposition un nombre suffisant de postes de diététiciens dans les services, dans les unités qui font de la cancérologie, parce que c'est la clé de voûte de la prise en charge nutritionnelle en cancérologie, c'est le diététicien. Voilà. Et en plus de cette prise en charge nutritionnelle qui est primordiale, ajouter la lutte contre la sédentarité et la promotion de la pratique de l'activité physique qui fait partie de la lutte par rapport aux facteurs nutritionnels en général. Ça permet de maintenir une masse grasse, une masse musculaire importante pour avoir un bon maintien de l'état nutritionnel du patient. Merci beaucoup. Bon, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions et que, bon, même si on a commencé un petit peu en retard, on arrive finalement à la fin de l'horaire. Donc, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter.
Voilà, je laisse quelques secondes, quelques dernières minutes pour les questions. Je pense qu'on peut peut-être finir ce petit temps. Je vous rappelle donc que ce webinaire a été enregistré et donc qui sera disponible sans doute sur le site de l'INCa. Je pose la question, je ne sais pas, je pourrais vous la transmettre si vous voulez. Ou en tout cas, sur ce même lien, vous pourriez y accéder. Le lien qui vous a permis d'accéder à ce webinaire. Voilà, dans quelques jours, il y aura une vidéo qui sera disponible en ligne et qui vous permettra de re-regarder cette intervention. Je pourrais mettre en lien le diaporama, le diaporama qui a été présenté par nos intervenants. Et voilà, donc plus de diététiciens, merci, dites-le haut et fort. Bon. Bravo. C'est pour ça qu'on a fondé le collectif, hein, entre autres. Absolument. Et d'ailleurs, voilà, voici le site du collectif, si vous voulez vous y rendre, qui est disponible dans le chat. Merci à vous tous. Et, merci beaucoup. Et bon, encore désolé pour ce petit début techniquement un peu complexe, mais bon, voilà, je vais voir un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, merci pour vos interventions et merci de votre présence à tous les spectateurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir, donc à la prochaine fois. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.